j'essaye de vous présenter des personnes qui font partie de ma vie, des amis, de mon parcours, et aussi des entrepreneurs qui travaillent avec mon mari. Donc Audrey en fait partie. Mon mari Alexandre Azoulay, que vous allez rencontrer, vous allez le voir plusieurs fois j'espère, entrepreneur en série. Il travaille pas mal aussi avec Yann. Il a également un fonds, plutôt une holding, qui fait le pont entre Silicon Valley et l'Europe. Il y a pas mal de choses qui peuvent être vraiment intéressantes pour vous là-dedans. Donc assez de moi, mais en tout cas je suis là pour essayer de vous apporter des personnes pour leur parcours personnel. Donc c'est vraiment pas des présentations de boîtes, c'est des présentations de personnes, parce que je pense que ça peut être utile pour vous d'entendre aussi les difficultés que les gens peuvent rencontrer, parce que je l'ai dit et redit, je le redirai, en France on n'apprend pas que l'échec est une opportunité. Ce que je pense est une des plus grosses erreurs du système, et que donc je pense que ça peut faire beaucoup de bien, surtout à des gens comme vous qui êtes vraiment en plein développement d'études et de carrière potentielle derrière, de savoir tout ce qui peut se passer dans les vies des uns et des autres, professionnellement et personnellement, pour avancer et pour faire de grandes choses. Donc personnellement, je suis super impressionnée par tout ce que vous faites, par qui vous êtes. Je pense que vous êtes l'élite et l'avenir de ce pays. Donc je suis très passionnée de tout ce qui se passe ici. Sur ce, je pense qu'Audrey aura des choses à vous raconter qui vous concerneront plus directement. Donc Audrey Stewart, qui est CEO d'Origine, qui est une boîte de crowdfunding. Est-ce que la personne qui a posé une question sur le crowdfunding la dernière fois est là? Ah, et ben voilà. Donc tu auras quelqu'un. Et il y avait quelqu'un qui a parlé du Bitcoin la dernière fois aussi. C'était toi aussi. Bon, sur ce, je laisse parler Audrey. Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas, c'est supposé être super interactif. Merci Isa. Donc bonjour à tous, donc moi c'est Audrey. Effectivement, je vais vous raconter un peu ma vie, parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si c'est chiant ou pas clair, ou si vous avez des questions. Surtout, faut que ça reste interactif. Donc, effectivement, je ne vais pas vous raconter tout de suite ce que je fais, le crowdfunding, machin, la société qu'on a créée. Je serais ravie de vous en parler un peu après, de répondre à toutes les questions. Mais je vais surtout vous parler d'entreprendre et du parcours, moi, en tout cas, personnellement, que j'ai fait pour arriver à l'entrepreneuriat. Et en fait, le parcours d'un entrepreneur et ouvrir les yeux sur l'entrepreneuriat, c'est surtout des rencontres. Je pense qu'on vous l'a dit 1 milliard de fois. C'est pas des trucs qu'on apprend dans des bouquins, c'est pas des trucs qu'on voit sur Internet, c'est des rencontres dans la vie qui font que voilà, il se passe telle ou telle chose. Et je vais vous parler des 4 grandes rencontres qui, dans ma vie, m'ont aidé à passer à l'envie d'entreprendre et à entreprendre. Donc, le premier, c'est ce monsieur. Il s'appelle Michel. Et c'était un de mes profs à HEC. Donc, il a fallu que j'attende de rentrer à HEC pour trouver un prof qui enfin m'ouvre les yeux, parce que j'ai eu évidemment la chance incroyable de pouvoir rentrer à HEC, mais c'était pas faute de peine enfin je sais pas, vous avez sûrement entendu parler du système prépa français, c'est l'enfer. Voilà. Donc en gros, moi j'étais dans une très très grande prépa parisienne dans le 16e arrondissement, et quand on n'est pas prévu pour rentrer à HEC, parce qu'on ne vient pas du milieu forcément qui rentre à HEC, parce qu'on n'a pas les meilleures notes de la classe, mais on n'a pas le droit de s'asseoir au premier rang. On n'a pas le droit, c'est vrai ce que je raconte, hein, on n'a pas le droit de faire certaines colles. Des colles, c'est des exercices oraux pour passer les concours. Comme on pense que vous êtes nul sur les concours, vous n'avez pas le droit de passer certaines colles. Enfin bref, moi j'étais au fond de la classe, j'avais pas le droit de faire la plupart des colles, j'étais pas copine avec les génies de la classe. Enfin bref, il a fallu que j'arrive à HEC, qu'on me dise t'as volé la place d'un autre, pour enfin trouver un peu de liberté et trouver des cours qui parlaient de trucs concrets. Donc j'ai fait beaucoup de philo, beaucoup de culture générale, beaucoup d'histoire, beaucoup de maths à l'école. Et effectivement, il faut faire des maths et de la philo pour rentrer dans une école de commerce. Alors ne me demandez pas, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc j'arrive à HEC et là, je me mets à faire des trucs qui n'ont rien à voir avec le parcours classique d'HEC. Je fais des cours électifs, donc on pouvait choisir certains cours, des cours d'entrepreneuriat. Et là, je rencontre Michel, qui est devenu un mentor pour moi, que je vois toujours aujourd'hui, très régulièrement, et qui m'a ouvert les yeux sur l'envie d'entreprendre. En gros, le message que Michel m'a passé, et qui est un message que je pense vous avez compris parce que vous êtes là, c'est fais ce que tu as envie de faire, fais ce que tu veux. Parce que si tu fais ce que tu veux, tu vas être obligé de mettre en œuvre de l'audace, du courage,
pour aller justement rencontrer tes objectifs. Parce que c'est pas facile de faire ce qu'on veut quand on est passionné par un truc, que ce soit le théâtre ou la programmation informatique ou autre, et que c'est pas dans le programme de 3e, de seconde, de prépa ou d'école, ben c'est pas évident. Donc il faut de l'audace. Et il y a un autre truc hyper intéressant que Michel m'a appris, c'est qu'en fait, on a tous profondément une raison d'entreprendre. Donc, est-ce que vous, par exemple, ici, qui est intéressé pour peut-être un jour créer son entreprise ou rejoindre une start-up ou entreprendre? Ouais, vous êtes une grande majorité. Ok, eh ben, tant mieux. Ok, c'est génial. Et donc, si je vous demande... Non mais très bien, hein, très bon focus. Pourquoi vous avez envie d'entreprendre? Pas avoir de patron, ok. Ah, mais c'est une excellente réponse. Faire ce qui te plaît, ok. Changer les règles. Changer le monde, quoi d'autre? Rester créatif, innover, effectivement. Souvent, ce qu'on entend, c'est aussi j'ai envie d'être libre. J'ai envie de faire ce que je veux, justement. Ok, donc ça, là, je vous refais un exercice que Michel m'a fait qui m'a ouvert les yeux. Hein. Ça, ok, très bien, on a tous les mêmes réponses. Maintenant, je vais vous poser la question autrement. On a tous une raison beaucoup plus profonde pour avoir envie d'entreprendre. On a tous un truc qu'on a envie de prouver à quelqu'un, à soi, à ses parents, à son oncle, au système français. On a tous envie de prouver un truc. Et si on s'analyse, si on s'introspecte un petit peu, on a tous une histoire. Je vous raconte la mienne parce que peut-être que ça va vous faire réfléchir à la vôtre. Moi, mes grands-parents, donc moi je suis franco-irlandaise, c'est pour ça que j'ai un nom un petit peu exotique, Stewart. Mon grand-père était un maçon en Irlande. Voilà, il essayait de gagner sa vie en construisant des maisons ou en faisant des constructions avec de la tourbe, parce qu'en Irlande, on utilise de la tourbe. Ma grand-mère n'avait pas d'argent, il y avait 7 enfants, donc mon père est dans une fratrie de 7 enfants. Et puis un jour, il n'y avait plus d'argent. Ma grand-mère a vendu sa bague de fiançailles pour acheter du pain. Et elle a obligé, disons que les enfants étaient obligés de travailler à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans pour pouvoir ramener de l'argent à la maison et puis pour pouvoir manger. Bon, et puis alors en Irlande, les enfants grandissent, tout ça, les années 70-80, mon père et ses frères, il n'y a pas de travail en Irlande. Il n'y a pas de travail. L'Irlande, c'est un pays, il y a eu la famine de la pomme de terre, tout ça, vous avez peut-être entendu ça à certains endroits, mais c'est la vérité, pas de boulot. Donc, mon père, ainsi que certains de ses frères et sœurs, ont émigré en France. Mon père, il est arrivé en France avec un sac à dos. Il avait que dalle. Il s'est dit, merde, qu'est-ce que je sais faire ici? Je sais parler anglais, déjà, c'est ça. Donc, il s'est mis à devenir prof d'anglais, parce que c'est le seul truc qu'il savait faire en France, il savait parler anglais. Il est devenu prof d'anglais. Et puis, petit à petit, il a monté les échelons, petit à petit, il est arrivé, voilà, prof d'anglais, puis il a dirigé un département langue, puis il est passé dans une université, et petit à petit, il a monté l'échelle comme ça. Ma mère, c'est pareil. Ma mère, elle est née... Donc ma grand-mère était c'est une femme handicapée. C'est une femme hémiplégique, c'est-à-dire qu'elle est handicapée de tout un côté. Elle a eu ma mère à 20 ans en étant handicapée. Donc ma mère, depuis tout bébé, elle apprenait à s'habiller toute seule, elle marchait à 8 mois parce qu'il fallait qu'elle fasse tout toute seule, parce que ma grand-mère ne pouvait pas s'en occuper parce qu'elle était handicapée. Pareil, à 17 ans, elle a passé son bac et tout de suite, elle est allée travailler, elle ne pouvait pas faire d'études parce qu'il fallait qu'elle se débrouille. Donc elle a fait, alors ma mère, elle a été... vestiaire dans les boîtes de nuit, elle a fait du porte-à-porte en R5 coupé à l'époque, je sais pas quoi, pour faire vendre des assurances. Elle a travaillé avec Claude François, ma mère, enfin bon. Ah oui, non, mais elle a fait énormément. Je suis filmée, donc je le raconterai pas. Bref, à 30 ans, elle retourne à l'école, elle passe un diplôme de ressources humaines pour apprendre à faire des trucs un peu... elle passe, machin, ressources humaines, truc. Licenciement, plan social, c'est la crise en France, elle se fait licencier. À 45 ans, elle retourne à l'université. À 50 ans, même, elle est encore retournée à l'université. Enfin bref, ma mère, pareil, elle a monté les échelons un peu comme ça. Bref, donc moi, j'arrive dans ce beau monde-là. Et en fait, j'ai un truc à prouver, moi. J'ai un truc incroyable à prouver. Il faut que je prouve que je suis capable, moi aussi, de me faire toute seule. Tu vois, de partir avec mon sac à dos et de construire quelque chose de grand. Mes parents, ils ont réussi à construire leur vie, un foyer, voilà, ils m'ont élevée, je suis à peu près équilibrée, ça se passe pas trop mal. Voilà, enfin, j'ai pris un peu de temps pour raconter l'histoire, mais tout ça pour vous dire, on a tous un truc à prouver.
Et je suis sûre que si je vous repose la question, est-ce que vous n'avez pas, je sais pas, un père qui vous disait t'arriveras pas mon fils, ou une maman qui vous disait il faut que tu sois président de la République, ou il faut pas que tu fasses de la programmation, c'est nul, il faut que tu fasses autre chose, ou même le système à l'école qui vous a dit de toute façon vous n'arriverez jamais à rien, il faudrait que tu sois caissière chez Champion ou autre, voilà. On a tous un truc à prouver. Et bon, je vais passer à autre chose, mais je suis sûre que si je vous repose la question, vous avez tous un truc pour me dire pourquoi vous voulez faire de l'entrepreneuriat. Et c'est pas juste changer le monde. Voilà, il y a toujours un truc un peu perso. Et quand vous aurez conscience de ce truc, ça vous rend plus fort. Parce que se connaître soi-même, ça fait des siècles et des millénaires que c'est la vérité. Se connaître, ça rend plus fort et ça fait avancer. Voilà. Bon. Alors, je vous ai mis à chaque fois les 4 rencontres qui m'ont vraiment fait avancer et 4 bouquins. 4 bouquins que j'ai lus à peu près à la même époque que la rencontre que j'ai faite. Donc, dans ce parcours d'ouverture à l'entrepreneuriat. Et à cette époque-là, quand je commençais à me dire « il faut que j'entreprenne », c'était L'art de se lancer de Guy Kawasaki, qui explique en gros comment on fait quand on est là, on est assis dans cette salle et puis on se dit j'ai envie de me lancer, j'ai une idée, j'en ai pas forcément. Comment on fait ? Tout ce parcours, l'art de se lancer, ça, voilà. Si un jour vous avez rien à faire ou pas trop à faire, je vous le conseille vivement. Ok, ma deuxième rencontre, ça a été Duncan. Duncan, c'est un Écossais qui est parti aux États-Unis pour monter un accélérateur de start-up à San Francisco qui s'appelle Rocket Space. Okay, bon. Michel m'avait dit, Audrey, il faut que tu fasses ce que tu veux. Il faut que tu aies l'audace d'aller faire ce que tu veux. J'ai dit, ok, moi, ce que je veux, c'est faire l'entrepreneuriat, découvrir un peu. Je suis toute jeune, j'ai 21 ans, il faut que je fasse un stage, je sais pas, il faut que je... Voilà. Donc, est-ce que je ferais pas un stage dans un incubateur ou dans un accélérateur de start-up ? Parce que comme ça, au moins, j'aurais la vision de plein de start-up versus une seule dans l'opérationnel, ce qui est bien aussi. Hein. J'ai beaucoup hésité, je me suis dit, je vais aller faire un accélérateur. Bon, ok, accélérateur, c'était 2011. Le camping, c'était la première saison où encore ça existait à peine, il n'y avait pas encore beaucoup de trucs à Paris, c'était pas la mode. Donc je me suis dit, je vais partir dans la Silicon Valley. Et donc, j'ai pris la liste des accélérateurs dans la Silicon Valley et je les ai appelés un par un. Je voulais faire ce que je voulais. Donc je les ai appelés, j'ai fait ce que le système français appelle des candidatures spontanées. Mais évidemment, je n'ai pas envoyé un seul CV parce que là-bas, ça ne marche pas comme ça. J'ai appelé Duncan qui a reconnu dans cette envie de faire ce que je veux et l'audace d'y aller, le côté entrepreneurial et donc ce qu'il recherche. Et donc, il m'a dit « Ok, viens ». Donc, ok, bon, je me suis démerdée, j'ai fait mon visa, machin, et puis je suis partie à San Francisco. Et là, donc, j'ai rencontré Duncan, qui est vraiment j'ai mis le super boss, mais un peu comme un super héros, mais vraiment ce boss qu'on rencontre 1 ou 2 fois dans sa vie et qui nous apprend mais énormément de choses. Et ce boss, pour être un super boss, il faut que ce soit quelqu'un qui a envie de vous faire évoluer. On apprend beaucoup en observant et en faisant avec les gens. Mais quand tu es avec un mec qui a envie de te faire évoluer et qui va te mettre dans l'arène et te laisser te démerder face à des clients hyper importants, tu vois, il prend des risques. Enfin, il n'a pas forcément fait ça, mais juste pour vous dire, il faut qu'il y ait des gens qui ont envie de vous faire évoluer, de vous faire prendre des risques et de vous mettre dans des positions importantes. Voilà. Et donc, ce que j'ai beaucoup appris avec Duncan, c'est qu'un diplôme d'HEC aux États-Unis, ça ne sert à rien. Et que ce qu'il faut, l'important, c'est le jugement au résultat. Bon, là, je fais une parenthèse, mais vous êtes dans une école qui est basée sur une pédagogie de projet où on vous juge sur ce que vous produisez. Et ça, mais c'est le monde des startups. Il faut juger uniquement au résultat, pas au présentéisme, grandes entreprises, présentéisme, pas au présentéisme, pas à votre diplôme, mais à ce que vous produisez, à ce que vous savez exécuter. Donc du coup, j'arrive aux États-Unis, je dis, voilà, nanana, student, HEC. Ils me disent, HEC quoi ? Ils ne connaissent pas. Donc, t'es stagiaire, tu vas faire le café. Ah bon, mais vous êtes sûr ? J'ai fait HEC, moi, je ne veux pas faire le café. Bon, si, j'ai fait le café. Donc, je suis arrivée à San Francisco et pendant, j'avais un stage de 6 mois. 6 mois, c'est pas long, hein. Les 3 premières semaines ou le premier mois, j'ai fait le café. Donc c'était chiant. Je faisais le café et aussi je remplissais, vous savez, les trucs distributeurs de canettes là. J'avais des palettes de coca que je remplissais. Premier étage, ça allait. 2e, 3e, je commençais à être fatiguée. Mais bon.
Donc j'arrivais le matin à 8h et je faisais ça et après je me faisais chier toute la journée et j'étais à l'accueil. Donc pendant que je me faisais chier, je me suis dit ok, bon, bah, il veut du résultat, je vais lui en donner du résultat, je vais faire une étude de marché sur les accélérateurs aux États-Unis. Il en avait peut-être rien à faire de cette étude de marché, Duncan, mais il a apprécié la prise d'initiative. Deuxième leçon, prendre des initiatives pour avancer. Et puis après, il me disait, ah, c'est pas mal, il y a la moitié du truc qui m'intéresse pas, ça c'est pas mal, si t'as le temps de creuser, creuse. Ok. Le lendemain, j'arrive à 7h du mat, je fais mon café, tac, 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 mes canettes, je me dépêche. À 8h, j'étais au taquet pour pouvoir faire mon étude de marché. Et chaque jour, comme ça, j'avançais. Et chaque jour, je me levais de plus en plus tôt pour pouvoir faire le café vite fait, bien fait, et bosser sur des trucs et lui donner. Et à chaque fois, enfin la plupart du temps, ce que je produisais, au final, il n'en avait pas besoin. Tu vois, il n'en avait vraiment pas besoin. Mais cette prise d'initiative, cette volonté, cette audace, encore une fois, la volonté d'y aller, ça lui a plu. À la fin, donc je vous passe le milieu, mais donc à la fin de mes 6 mois de stage, petit à petit, moi je suis devenue bras droit de Duncan, qui était le CEO du Rocket Space. J'étais assise dans son bureau à côté de lui, je participais à tous les recrutements. Quand on recrutait des directeurs généraux, tout ça, il me demandait mon avis. Enfin bon, tout ça pour vous dire que ce concept de méritocratie et de jugement au résultat, il est essentiel. Il existe beaucoup aux États-Unis, il n'existe pas beaucoup en France, il faut le développer. Chaque jour, vous allez bosser un peu plus, prouver un peu plus, et sky is the limit, quoi. Il n'y a pas de limite, vous pouvez augmenter. En France, quand tu dis je suis HEC ou je suis truc ou je suis machin et que tu viens pour un stage, bon, ok, tu as un minimum de responsabilité qu'on te donne, mais tu as un maximum aussi. Tu es dans une espèce de canal comme ça où tu sors jamais. Alors qu'aux États-Unis, tu commences là, mais tu peux finir, il n'y a pas de limite, quoi. Et ça, c'est hyper important. Et je vous le dis parce que vous serez sûrement des futurs entrepreneurs, des futurs dirigeants, en tout cas peut-être d'équipes dans des startups. C'est hyper important de juger les gens au résultat. Voilà, la leçon que Duncan m'a donnée. Et puis ce bouquin, 4 Steps to Epiphany, c'était un bouquin qui était sur toutes les tables de tous les entrepreneurs dans mon accélérateur. Je me dis, merde, c'est quand même vraiment pas mal. La couverture ne m'inspirait pas du tout. Donc voilà. Mais je me suis dit, merde, il est vraiment sur toutes les tables, ça doit être bien. Et effectivement, 4 Steps to Epiphany, c'est en gros le manuel de la création de start-up. C'est un manuel. C'est-à-dire que ça te dit par où commencer, ça te dit quelle checklist il faut que tu coches quand tu checkes ton idée, quelle checklist il faut que tu coches quand tu la valides sur le marché, quelle checklist il faut que tu coches quand tu fais ton MVP. Ça, en fait, c'est le Steve Blank, c'était le prof de Eric Ries, qui est celui qui a écrit The Lean Startup, dont vous avez sûrement entendu parler. Okay, donc ça, c'est l'origine du MVP, il est là-dedans. Ça en parle tout le temps. Il y a des exemples concrets, etc. Donc ce truc, pour moi, c'est la Bible, parce que c'est un manuel. C'est pas juste du blabla, c'est, voilà, il faut faire A, B, C, D, E, voilà. Ça, c'est vraiment bien. Ensuite, j'arrive à la fin de mes 6 mois de stage à San Francisco et je me dis, merde, j'adore ce management à l'américaine, là, ce système méritocratie, tout ça, c'est super. Maintenant, il faut que je rentre en France. Ça me fait royalement... Et il faut quand même que je rentre en France. Donc je me suis dit, ok, il faut que je fasse un 2e stage en France. Et ben, j'ai qu'à faire un stage en France, mais dans une boîte américaine. Je veux de l'américain, je veux faire ce que je veux, donc je veux bosser dans une boîte américaine, même si c'est en France. Donc je me dis, bon, comment je vais faire pour trouver une boîte américaine en France alors que je suis encore aux États-Unis et qu'il faut que je rentre dans 3 semaines? C'est compliqué. Donc j'ai fait le tour de toutes les startups qui étaient à Rocket Space. Je vais dire, coucou, ça vous dit pas de vous internationaliser en France? Non, ok. Bonjour, ça vous dit pas, je monte une branche pour vous en France? Ah, peut-être, d'accord, on discute. Bon. Et il se trouve que c'est Chris qui est là, qui a été celui qui m'a dit ok Audrey, je vais te faire confiance et tu peux aller monter peut-être une branche pour nous en France, essayer de développer nos trucs. Alors, je vais vous raconter un peu le profil de Chris. Chris, ça a été celui qui, quand je me faisais chier au début, que je faisais le café, parce que j'étais à l'accueil la journée, quand je faisais pas le café, j'étais à l'accueil, j'attendais, je disais bonjour, droite, gauche, les toilettes, c'est là-bas. Et lui, il venait me voir à toutes les pauses café et il venait me parler. Il me racontait des trucs, il m'expliquait ce qu'il faisait. Et lui, c'est le plus gros geek que j'ai jamais connu. C'était en 2011 et il était à fond sur tout ce qui est Node.js, qui à l'époque était déjà développé aux États-Unis, hein. Mais en France, Node.js, c'était même pas, ça arrivait, mais à peine. Et il m'expliquait Node.js, machin, c'est ci, c'est ça, et le développement, c'est ça, et le front-end et le back-end, parce que moi, évidemment, je venais de... Et puis, il venait comme ça, puis moi, j'avais que ça à faire, donc je lui posais plein de questions.
Donc j'ai appris comme ça, je me suis fait une sorte de culture générale de base de la programmation, de ce que c'est, comment ça marche, qu'est-ce que c'est qu'un serveur, qu'est-ce que c'est qu'un langage, un langage objet, qu'est-ce que c'est que le JavaScript, le Java, pourquoi le Ruby on Rails et le PHP, ils se font la guerre. Tu vois, j'ai appris plein de trucs. Et quand Chris, du coup, je suis allée le voir, est-ce que tu veux pas qu'on développe un truc ensemble en France? Il m'a dit OK. Or, son projet, c'était un réseau social pour développeurs. Donc, j'avais pas fini de devoir en apprendre sur qui sont les développeurs, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils parlent, qu'est-ce que c'est. Et donc, on a créé Geeklist. Geeklist, c'était une boîte donc, aux États-Unis que je suis venue développer en France. Donc, c'est un réseau social sur lequel il y avait 50 000 développeurs à peu près à l'époque, du monde entier. En France, du coup, à la fin, on en a eu vraiment pas mal. Et l'idée, c'était que tu pouvais discuter dans le jargon développeur de tout un tas de sujets. Il y avait des catégories pour les différents langages de programmation, les différents projets, tout ça, c'était sympa. Et tu pouvais faire des high five. En gros, tu pouvais lier ton GitHub à ton Geeklist et à chaque fois que tu gittais un truc, ça allait directement sur ton Geeklist et les gens pouvaient te faire des high five. Enfin, c'était vraiment marrant. Bon. Et voilà, donc je suis arrivée en France pour développer ce truc. Et là, j'ai fait face à 2 difficultés. La première, c'est que j'étais toute seule. J'étais toute seule. Les mecs, eux, donc lui, c'était le CTO. C'était le CTO, il y avait un CEO et il y avait 4 ou 5 développeurs qui développaient la plateforme. Donc c'était tout petit. Hein. J'arrive en France, j'étais seule. Merde, alors quand t'es tout seul et que tu dois développer un truc, tu sais vraiment pas par où commencer. Et ça, c'est toujours le cas. Quand tu veux monter une boîte, tu sais pas par où commencer. Et donc, je suis allée au camping. Le camping, vous savez, c'est l'incubateur là, qui maintenant est dans Nouma. À l'époque, c'était encore au Palais Brognard. Je suis allée au camping, je dis coucou, je peux m'asseoir genre là et faire mon truc. Bah non, t'as pas passé le process, t'es pas une start-up, machin, le système et tout. Je dis allez, si tu me laisses m'asseoir là, je te promets que si un jour il y a une de tes startups qui part dans la Silicon Valley, elle pourra aller chez Rocket Space gratos. Ah ok, génial. Bon, heureusement, c'est jamais arrivé parce qu'entre nous, j'avais pas demandé à Rocket Space si c'était possible. Bon, et donc, ok, elle me dit ok, donc je passe 6 mois au camping à développer Geeklist. Et alors, travailler seul, c'est une vraie difficulté. Il y a des gens qui n'arrivent pas du tout. Vraiment, c'est dur de se lever le matin, on ne sait pas par où commencer, il y a personne avec qui interagir, c'est compliqué. Il y a des gens qui arrivent bien, il y a des gens qui n'ont pas peur de se lever le matin, qui se disent je m'en fous, moi j'y vais, je vais faire mon truc. De toute façon, dans la journée, je ne suis pas isolée, je suis peut-être seule dans mon travail, mais je ne suis pas isolée parce que je suis au camping, et puis je fais des rendez-vous, tout ça, donc je ne suis pas sur mon île déserte non plus. Mais quoi qu'il en soit, et moi j'étais plutôt dans cette catégorie-là, je me dis allez, je vais foncer, je fais mon truc tout seul, je m'en fous, machin, je suis unique d'abord, alors voilà. Et puis, mais en fait, c'est vraiment, vraiment un manque à gagner. Je vous parlerai de l'association un peu tout à l'heure, c'est encore un autre sujet, mais bosser seul, c'est un manque à gagner, rien que parce que tu peux pas faire rebondir tes idées sur quelqu'un. Tu es obligé de prendre toutes tes décisions tout seul. Tu vois, ça peut être des décisions de merde, du genre, je sais pas, est-ce que j'envoie un mail à lui ou à lui? Ça peut être des décisions hyper compliquées, du genre, est-ce que je pivote vers ce truc-là? Ou est-ce que je continue sur la voie que j'avais tracée initialement? Et quand tu peux pas échanger comme ça et faire rebondir tes idées sur les gens, tu as un vrai manque à gagner dans la réflexion. On n'est pas fait pour réfléchir tout seul, sinon on rumine. C'est de la rumination et la rumination, ça marche pas. Donc, le conseil que je vous donne à travers cette expérience-là, c'est essayez de ne pas vous lancer seul, ou en tout cas pas trop longtemps. Parce qu'il y a un moment, il faut être 2 pour prendre des décisions, il faut être 2 pour faire rebondir ses idées, il faut être 2 pour s'engueuler, ou il faut être 2 pour s'enthousiasmer. Voilà. Donc c'est vraiment un truc important. Deuxième grosse difficulté de cette expérience, le CEO, on s'aperçoit, Chris et moi et tout le monde, enfin les 5 développeurs, que le CEO était en fait je sais pas comment dire, même pas un arnaqueur, vraiment un gros arnaqueur, un gros corrompu, un mec qui tout ce qu'il disait, enfin la 90% de ce qu'il disait était faux. Comment on s'en est aperçu? Il y avait 5 développeurs, donc c'était marrant, hein, c'est vraiment un château de cartes. Il y avait 5 développeurs, un au Japon, un au Venezuela, un au Portugal, un en Californie, puis un je sais pas où. Ils travaillaient tous à distance. Et le CEO avait dit à chacun des 5 développeurs, t'es génial, tu bosses super bien, bon pour le moment t'es freelance et t'es payé au lance-pierre, mais je te promets, si tu continues à bosser comme ça, tu seras en CDI et tu seras super bien payé comme les 4 autres. Et un jour, c'était terrible, c'était affreux. Et un jour, ça s'est su. Ouais.
Ah non, mais c'était terrible. Ça s'est su. On s'est aperçu aussi qu'il nous payait tous au black de sa poche. Okay, il disait qu'il avait levé 600 000 € dans Geeklist, c'était pas vrai. Il nous payait de sa poche parce qu'il avait de l'argent, parce qu'il avait fait fortune dans une autre boîte auparavant. Enfin bref, il y a eu des gros conflits avec le CTO et la boîte qui marchait mais à merveille. On avait des tonnes et des tonnes de trucs par jour. On avait des articles dans TechCrunch. Même moi, en France, j'avais des articles tout le temps. Enfin, ça marchait d'enfer. Et bien, ça s'est planté. Ça s'est planté. Et Geeklist, terminé. Terminé. Pourquoi ? Parce que le CEO était un mec à qui on ne pouvait pas faire confiance, parce que c'est quelqu'un qui a tout foutu en l'air. Donc le management, vraiment, c'est la condition de survie et de réussite de la boîte. Donc, évidemment, vous êtes tous des gens honnêtes, je ne dis pas, mais il faut se méfier. Il faut se méfier. Et juste pour que vous sachiez que dans votre environnement, vous allez voir des startups qui vont se créer avec des gens qui ne vont pas forcément essayer de tricher, ou alors mais qui peuvent, par exemple, faire des erreurs très graves et qui peuvent mettre en péril la vie de la société, alors qu'en fait, le business marche super bien. Donc voilà, donc l'humain, c'est quand même clé. Bon, et alors, j'ai mis ça juste parce qu'à cette époque-là, je lisais vraiment beaucoup plus ça que n'importe quel autre bouquin, parce que fallait vraiment que j'en apprenne des masses sur la programmation. Et juste, bon, moi, je ne sais pas programmer, et je ne saurais pas jamais programmer, ça ne m'intéresse pas. Par contre, avec ça, avec Chris qui m'expliquait, j'ai développé une culture générale de base de comment ça marche. Je suis devenue je ne sais plus qui m'a dit ça un jour, mais je trouvais ça magnifique comme mot, je suis devenue geek compatible. C'est magnifique comme mot, c'est magnifique. Et de même, vous, quand vous allez monter votre boîte, il faut que vous sachiez tout ce qui se passe dans la boîte. Il faut que vous sachiez ce que c'est que la compta, comment ça fonctionne, ce que c'est qu'un bilan, comment on fait pour lever des fonds, ce que c'est que des actions, quand tu as des actions, le pacte d'actionnaires, machin. Enfin bon, bref, il y a des trucs chiants qui, moi, étaient plus ma tasse de thé, parce que je suis business, HEC, tout ça. Programmation, j'y connaissais rien. Vous, c'est peut-être l'inverse, je ne sais pas. Mais un entrepreneur se doit de comprendre comment tout marche dans sa boîte. Et que tu es un business, tu montes une boîte tech, il faut que tu comprennes un minimum la tech. Il faut qu'il y ait une culture générale. Je reparlerai de la culture générale. La culture générale, c'est pas la philo qu'on fait à l'école. La culture générale, c'est l'ensemble de comment fonctionne le business, comment fonctionne même à la limite l'économie, si vous voulez. Il faut ça, c'est super important. Et voilà, donc ça c'est Alexandre Azoulay. Voilà. Ça c'est Alex, donc le mari d'Isabelle. Donc elle est bien cette photo en plus, elle le met en valeur. Donc Geeklist se plante. Par chance, ça s'est planté à la fin de mon stage. Et du coup, c'était le moment où il fallait que je retourne à l'école, faire ma dernière année d'école, mon master. Donc, je pars faire mon master. Il y a un master à HEC qui s'appelle le master entrepreneur, qui est un master spécialisé dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'était sympa. Et puis, on me dit, oui, Audrey, voilà, cette année, on veut organiser pour la toute première fois un voyage dans la Silicon Valley pour les étudiants du master, parce que tu comprends, il faut qu'ils voient les startups, tout ça. Ok, très bien. Mais comme toi, tu y as passé le plus de temps de tous les gens de la promo, on voudrait que ce soit toi qui organise le voyage. Ah bon ? Ok. Et donc, on m'a dit, voilà, il faut que tu rencontres un mec qui s'appelle Alexandre Azoulay, il connaît plein d'un monde dans la Silicon Valley, tu vas voir, ça va être super, il va t'aider pour organiser le voyage. Donc, j'ai rencontré Alexandre comme ça. Et en fait, on s'est mis à discuter avec Alex, pas du tout du voyage. On n'a jamais parlé du voyage. En fait, on s'est mis à parler de plein d'autres trucs, de business, d'idées, de trucs, de la Silicon Valley, machin, de plein d'idées. Et là, Alex a eu un courage que je trouve vraiment intéressant, qui est de dire, bah, écoute, faut qu'on essaye de bosser ensemble. Tu vois, on sent qu'il y a un truc intéressant qui se passe, on s'entend bien, on a le même genre d'idées, le même genre d'ambition, essayons de bosser ensemble. Donc j'ai commencé à bosser avec Alex en tant que stagiaire. J'étais stagiaire dans le fonds qu'Isabelle a cité, qu'Alex était en train de créer, pour essayer de développer les investissements dans la Silicon Valley. Donc j'étais stagiaire. Mais petit à petit, j'ai appris à connaître Alexandre. On a travaillé ensemble pendant 6 mois, 1 an. Et on est arrivé avec cette idée de crowdfunding dont je vous parlerai. Et là, on a décidé de créer une société et de s'associer. Donc s'associer, c'est une décision qui est quand même hyper importante. Le jour où vous vous associez, l'association, bon, Isabelle, c'est pas pour toi, hein, mais l'association, quelque part, c'est comme un mariage.
Je dis ça parce que je dis tout le temps ça. En fait, pourquoi Il a plein de femmes et plein d'hommes dans sa vie. Eh ben oui, il est marié plein de fois. Ouais. Pourquoi l'association, c'est comme un mariage? Parce que quand vous vous associez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous partagez le capital d'une société. Vous créez une boîte, vous êtes 2, 51, 49, 70, 30, je sais pas comment, ou 4, hein, vous pouvez être associé à 4. Quand on s'associe dans une société, tout va bien au début, machin, c'est super, on est content, on va faire 50-50 parce qu'on est les meilleurs amis du monde, ça va être génial. Et puis ça se passe 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et un jour, tu sais pas pourquoi, il y en a un des deux qui pète un câble et qui se met à faire n'importe quoi, ou alors, il y a la crise et la boîte se plante, etc. Et là, il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes financiers, il y a énormément de choses qui se créent. Et quand on doit rompre une association et qu'on n'a pas fait attention au début à comment on s'est associé, là, il y a des problèmes. C'est pour ça que je compare au mariage, parce qu'au début, c'est sympa, machin, on se marie, on fait un contrat de mariage ou pas de contrat de mariage, ou alors on le lit même pas, et le jour où il y a éventuellement un divorce, il peut y avoir de super graves problèmes. Non, mais c'est terrible ce que je dis, mais... Parce que 12 ans après, c'est toujours fantastique, mais bon. Non, mais évidemment. Mais ce que je veux juste dire, c'est que l'association, c'est un acte important. Et même si tout a l'air d'aller bien au début, il faut prévoir les choses. Parce que ça peut être tellement grave qu'il faut prévoir les choses au départ. Oui, d'ailleurs, juste pour t'interrompre une seconde, Oui. je rigolais, mais c'est un des sujets les plus importants, je pense, qui n'est jamais assez souligné, jamais assez mentionné, jamais assez expliqué. Donc, Yann et moi avions d'ailleurs pensé à faire une de nos sessions uniquement sur ce sujet-là. Donc, Audrey, on te demanderait certainement de revenir parce que tu connais la question. En fin de compte, comme disait Audrey, ça se passe toujours super bien au début et on se rend compte très rapidement qu'on n'a pas mis sur papier ce qu'il fallait mettre sur papier, que les décisions ne se passent pas du tout comme on pensait et que le divorce est tellement violent que ça part devant les cours de justice. Donc je parle en connaissance de cause, hein, des situations qui atteignent vos vies privées, qui atteignent vos proches, qui atteignent les gens avec qui vous avez travaillé, parce que tout le monde va être traîné dans la boue au passage, et des procès qui peuvent durer des années. Et tout ça, juste par naïveté, parce que vous n'avez pas mis les choses au clair au tout début. Et c'est difficile à faire, parce qu'au début, on ne pense pas à ça, on pense à développer sa boîte, on pense à tout ce qu'on veut atteindre. Mais malheureusement, au tout début, il faut penser exactement à ces sujets-là. Donc, on en refera une session spéciale sur ce sujet-là. Désolée de t'avoir interrompu, mais tu seras sollicité pour ce sujet-là aussi. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il faut être très vigilant. Bon, et donc, moi, la chance que j'ai eue en rencontrant Alex, et ça, je pense que aussi, c'est peut-être un profil qui est intéressant à rechercher. Bon, moi, j'avais compris avec Michel, avec Duncan, avec Chris, que c'était génial de travailler avec des gens qui étaient un peu plus âgés et plus expérimentés. Duncan, j'ai énormément appris à être dans son ombre, en quelque sorte, en tout cas, à vraiment être son bras droit à travailler avec lui. Chris, qui m'a appris plein de trucs. Michel aussi, qui m'a ouvert les yeux. Le côté sage, c'était Michel. Moi, j'ai beaucoup d'amis, quand ils sont sortis d'HEC, qui ont créé des boîtes entre amis. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Mais vraiment, le côté s'associer avec quelqu'un qui a plus d'expérience pour éviter de faire des erreurs de jeunesse, parce que, soyons pas naïfs, on va en faire. On n'a pas d'expérience, on va faire des erreurs de jeunesse. C'est quand même intéressant. Donc c'est pour ça que moi, j'étais très à l'aise avec l'idée de commencer une boîte avec Alexandre. Et la grande leçon, moi jusqu'à présent, qu'Alexandre m'a transmise, c'est la capacité à savoir bien s'entourer. C'est-à-dire qu'Alexandre, c'est un mec brillant, c'est quelqu'un de vraiment très intelligent, très vif, très créatif, mais je trouve qu'une des grandes qualités d'Alexandre, c'est de savoir s'entourer de gens qui vont l'aider et qui ont des compétences que lui n'a pas. Okay ? Vous allez créer une boîte, il y a 1 milliard de manières de vous entourer de gens intelligents. Vous pouvez avoir des actionnaires, vous pouvez lever même 30 000 € avec votre oncle qui a fait une boîte il y a 20 ans auparavant, avec des gens ou des vrais actionnaires, des business angels. Donc déjà, vous avez vos actionnaires. Et ensuite, vous pouvez créer un truc qui est extrêmement populaire aux États-Unis, mais pas trop en France. C'est un advisory board, c'est-à-dire une sorte de comité de conseillers. Donc c'est des gens
plus âgés que vous, ou en tout cas plus expérimentés dans des secteurs où vous ne l'êtes pas forcément, ou en tout cas des gestions d'entreprise, qui vont pouvoir vous aider, vous dire, bah voilà, je suis très bienveillant. C'est bienveillant, ce n'est pas des gens que vous payez, c'est des gens qui croient en vous et en votre projet, et je vais t'aider. Tu as un problème, tu m'appelles à minuit, il n'y a pas de souci, je t'aide, et je vais te dire le vrai du faux, la bonne idée de la mauvaise idée, parce que je suis déjà passée par là. Et Alexandre, évidemment, est quelqu'un d'expérimenté, mais rien que dans d'autres secteurs, dans le secteur juridique, dans un secteur où il va entreprendre qu'il ne connaît pas. Alex, c'est quand même quelqu'un qui a fait compagnie aérienne, panneaux solaires, pressing écologique, services financiers. Là, il lance un truc dans la génétique, un autre dans la cosmétique. On peut pas être expert en tout, sinon on est expert en rien. Okay ? Donc il faut savoir s'entourer. Et vous allez toujours trouver des gens qui vont croire en votre projet et qui vont pouvoir vous accompagner. Donc savoir s'entourer, à mon avis, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et qui peut vous aider en tant qu'entrepreneur. Parce que ce n'est pas en restant dans votre coin que ça va fonctionner. Bon, et puis alors, ce bouquin-là, c'est un bouquin que j'ai lu assez récemment, qui s'appelle donc The Hard Things About Hard Things. C'est un des rares bouquins. C'est un bouquin écrit par Ben Horowitz. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, Andreessen Horowitz. C'est un des plus gros fonds de la Silicon Valley. Voilà. Bon, bah, ce mec-là, c'est un des fondateurs du fonds. Et il parle de toutes les merdes qui se passent quand on monte une boîte. Donc, plutôt que de dire « Ah, pour faire le succès, il faut faire comme ça. Une boîte à succès, c'est comme ça. » Là, il parle de toutes les merdes et les trucs qui sont vraiment durs, quoi. La première fois que vous allez devoir licencier. Vous imaginez ? Enfin, évidemment, vous n'en êtes pas encore là, mais vous imaginez le truc. La première fois que tu dois licencier quelqu'un, quoi. C'est horrible. Donc voilà. Donc ça, c'est un bouquin qui parle vraiment des trucs moches, parce qu'il y en a, hein. C'est pas toujours facile, des trucs moches qui se passent dans l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment intéressant. Voilà, bon, j'ai terminé sur mes 4 personnages. Je vous ai mis 2 autres bouquins que j'aime bien, parce que bon, après tout, il me restait de la place. Tu l'as lu, celui-là, Isa ? Bon. C'est une bible. Ouais. Bon, celui-là, c'est un bouquin qui est Sheryl Sandberg, vous savez, c'est la numéro 2 de Facebook. Elle a écrit un bouquin sur les femmes, le travail et le pouvoir. Comment avoir de l'audace et du pouvoir quand on est une nana. Mais sachez que c'est vraiment, en fait, c'est un bouquin de management et de création d'entreprise. Et c'est vraiment, pour moi, ce bouquin, il n'est pas orienté pour les nanas. Tous les mecs de mon entourage, je leur ai conseillé de le lire. C'est un bouquin de management. C'est fascinant. Ça, c'est en gros, je sais que je suis filmée, mais en gros, ça, c'est comment mettre ses couilles sur la table. C'est vraiment... Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est comment y aller et se... quand on est une nana, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment l'idée. Ça, c'est... alors, le titre est un peu... le titre peut faire un peu peur, mais c'est un bouquin de Dale Carnegie qui, du coup, a été écrit, je crois, dans les années 10 ou les années 20, ou 30 peut-être. Enfin, c'est très vieux, dans les années 1930. Et c'est un mec qui explique comment être empathique, comment s'adapter à son environnement, comment faire qu'un mec qui te dit non, à la fin, il te dise OK. Ou il te dise oui, mais c'est comment... c'est pas de la manipulation au sens péjoratif du terme, mais c'est comment mettre les gens dans sa poche. Avec des trucs très cons, il donne des conseils très cons, comme par exemple, souvenez-vous du prénom de vos interlocuteurs. C'est chiant, il faut avoir de la mémoire. Mais un mec que tu n'as pas vu depuis, je sais pas, 1 an et demi, et tu vas le voir, et tu dis « Bonjour Georges, comment ça va? Est-ce que ta fille est toujours à l'école en Scandinavie ?» Ah, ça fait quelque chose. Je vous donne juste une anecdote. Il y a des conseils un petit peu plus profonds, mais ce livre est génial. Bon. Et puis pour terminer, je vous ai mis pour moi les 4 valeurs phares que tout entrepreneur doit avoir avant les trucs techniques du genre il faut savoir manager, il faut savoir travailler dur, il faut savoir... Vraiment les valeurs clés pour moi de l'entrepreneuriat, c'est la sérendipité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot. Non, bon, c'est un anglicisme en fait. Le mot c'est serendipity en anglais. La sérendipité, c'est la capacité à se créer de la chance. Donc la sérendipité, c'est l'idée que tu peux créer, favoriser l'arrivée d'opportunités. C'est la capacité à être au bon endroit au bon moment. La chance, c'est pas juste du hasard. La sérendipité, c'est la capacité à dire ok, cet après-midi là, j'ai pas envie d'y aller, mais je vais y aller parce que je pense qu'il va se passer un truc. Vu les gens qu'il y a là, je pense qu'il va se passer un truc.
Et tu y vas, et bim, tu as une chance incroyable, tu tombes sur le PDG de Total qui te dit « Ok, je vais financer ta start-up dans je sais pas, les nouvelles énergies. » Voilà. Enfin, la sérendipité, c'est la capacité à créer des opportunités. L'audace, j'en ai parlé, je ne repasse pas dessus, il faut y aller, il faut faire ce que vous voulez. L'humilité et la culture générale. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est en apprentissage constant. Un entrepreneur qui est borné, c'est un entrepreneur qui va se planter. Un entrepreneur qui est capable d'apprendre, et notamment de ses erreurs et de ses échecs, c'est un entrepreneur qui va y arriver. Pour apprendre, il faut être humble. Il faut avoir la capacité de se remettre en question, d'écouter. Tu te dis non, putain, c'est faux ce qu'il me raconte en face, là, c'est faux, j'y crois pas. Je vais peut-être lui donner une chance, je vais peut-être y réfléchir à 2 fois. C'est la capacité d'écouter quelqu'un qui a envie de t'apprendre une leçon, même si tu n'as pas envie, tu n'as pas le temps. Enfin bon, bref. L'humilité, c'est hyper important. Et la culture générale, c'est pas il faut que vous répondiez à la question pour un champion, que vous fassiez de la philo et de l'histoire. La culture générale, c'est comment les choses marchent, être curieux sur un peu tout, comment ça fonctionne, qui est copain avec qui, et puis comment c'est quoi la compta d'une entreprise. Et puis pour moi, au début, c'était comment ça marche, les serveurs, le front, le back, tout ça. La culture générale, c'est hyper important. Il y a le général de Gaulle qui disait « La culture générale, c'est la vraie école du commandement ». Ça paraît très solennel, mais tu vois, quand tu sais des choses par culture générale, tu es capable de commander à des gens de faire des trucs parce que tu sais que dans l'histoire, il s'est passé déjà un truc auparavant et que si jamais la personne ne fait pas ça correctement, elle risque telle ou telle ou telle chose. Enfin bon, voilà. La culture générale, c'est hyper important. Il faut que vous soyez humble, ouvert sur le monde. Il faut que vous créiez des opportunités et il faut que vous ayez l'audace d'aller en avant. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. J'ai terminé. Waouh, non mais... Je pensais connaître Audrey, j'ai découvert beaucoup de choses dans ce qu'elle a raconté, donc je n'aurais pas pu mieux choisir comme speaker pour aujourd'hui. Allez-y, lancez-vous. Allez, posez-nous les quelques questions. Je garde le micro encore. Ouais, garde-le, okay. Garde-le. Alors, ouais. Vous nous avez présenté 4 personnes qui ont... Vous pouvez me tutoyer, hein. Tu nous as présenté 4... Ok. Tu nous as présenté 4 personnes qui ont influencé ton parcours. Donc du coup, là, c'est 4 hommes. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est le hasard qui a fait ça? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu dans lequel vous travaillez? Ouais. C'est probablement le fait qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de nanas dans ce milieu-là. Il n'y en a pas assez. J'aurais pu mettre ma maman, mais je ne suis pas sûre que ça aurait été... Non, il n'y a pas beaucoup de nanas dans le milieu de l'entrepreneuriat, malheureusement. Et effectivement, il faudrait que ça se développe. Bonjour. Bonjour. Oui, si tu n'avais pas rencontré Alex, donc Marie d'Isabelle, comment tu te serais tissé un réseau, par exemple, pour avoir les compétences techniques pour monter ta nouvelle entreprise? Ah, ça, c'est une super bonne question. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été dans la catégorie des gens qui ont 1 milliard d'idées à la minute et qui disent je vais monter une boîte qui va faire du café dans des taxis ou qui va faire des trucs comme ça. J'ai jamais été ce genre de personne. Donc je me suis toujours dit je vais trouver quelqu'un qui a ce genre d'idées ou je vais trouver, je sais pas, une industrie qui me plaît. Ça, c'est une bonne manière de chercher en fait. Quelle industrie vous plaît? C'est une bonne manière. Je me suis dit, je vais faire ça et puis je vais rencontrer. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Alex alors que j'étais même pas encore sortie d'école et de pouvoir créer ma boîte à la sortie d'école. Et si je l'avais pas rencontré, j'aurais continué. J'aurais continué à faire de la sérendipité, rencontrer des gens, essayer de trouver quelqu'un qui a une idée, machin, faire du networking. Quand on m'a dit, Audrey, organise le voyage à San Francisco, j'aurais pu dire, oh non, j'ai la flemme, j'ai piscine. Tu vois, j'ai accepté parce que j'ai senti que tu organises un voyage, ça veut dire que tu vas rencontrer des gens, tu vas être responsable de certains trucs, tu vas pouvoir montrer tes capacités. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Et j'aurais continué à avoir ce genre d'attitude. Et c'est ça qui m'a fait rencontrer Alex. Et c'est ça qui peut faire rencontrer des gens qui vont changer votre vie. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et en fait, je pense que le networking est super important. Important. Quand on dit networking, généralement, on pense à un événement cocktail ou quelque chose de formellement organisé. Mais c'est pas que ça. Par exemple, je racontais à Audrey, quand on était en route ici, j'ai déjeuné avec une femme que je ne connaissais pas, qu'on m'a présentée parce qu'on a un background à peu près similaire.
Et puis, durant ce déjeuner, je me suis rendu compte vous l'avez rencontrée d'ailleurs, elle a le Women's Venture Capital Fund. Donc, je ne sais pas qui d'entre vous était là, mais elle est venue présenter à 42. Je ne la connaissais pas, on a déjeuné ensemble. Et puis, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'opportunités ensemble, des gens qu'elle peut me présenter et des personnes que je peux lui présenter en retour. Donc, il faut prendre un petit peu toute opportunité pour rencontrer les gens. Ça peut être un déjeuner, ça peut être un café, ça peut être une rencontre comme ici. Yann avec Creative Valley, ça peut être moi qui ai plein de connexions aussi dans le monde aux États-Unis, à Silicon Valley. Il faut prendre toute opportunité possible pour rencontrer et discuter avec les gens. Donc, pour ceux qui sont timides et qui n'adorent pas vraiment parler d'eux, c'est un peu compliqué. Il faut vous forcer. Parce que je pense que c'est vraiment la clé. C'est d'avoir de l'audace. C'est d'avoir l'audace de parler, de poser des questions. Oui, et puis ça s'apprend. Hein. C'est-à-dire qu'on peut tous. Moi, j'étais plutôt timide lorsque j'étais jeune. Et en fait, avec le temps, avec l'habitude, on le devient de moins en moins. Donc, je dirais que ça vaut le coup de faire l'effort d'aller vers les autres. La deuxième idée, c'est d'écouter ce que les gens ont à vous dire. C'est-à-dire que c'est aussi important de parler, de dire ce que nous-mêmes on a à dire, mais aussi d'être vraiment dans l'écoute de ce que les gens, de leurs projets, de leurs idées, de leurs questionnements, etc. Et de voir dans votre propre expérience en quoi vous pouvez amener de la valeur, vous pouvez être complémentaire. Donc, il y a vraiment cette logique d'échange qui est importante lorsque vous rencontrez des gens. Même des gens très importants, et c'est important de vraiment les écouter et de voir vraiment quelle résonance vous avez dans votre expérience, dans ce que vous avez vu, dans ce que vous avez fait. Voilà. Bonjour. En fait, tout à l'heure, tu as parlé du Lean Startup, donc de Eric Ries, et en fait, tu en as parlé avec le terme de Bible. Et en fait, moi, c'est pas la première fois que j'entends ça, et à chaque fois, ça me choque un peu parce que je vais donner un exemple tout bête, c'est Apple. Apple, c'est tout le contraire du Lean, en fait. Et du coup, je me demande, moi, je trouve que le Lean, en fait, a un manque de design thinking, en fait, réellement. Et du coup, en fait, je voulais savoir si tu pensais pas qu'au final, prendre le Lean Startup au pied de la lettre, ça risquait pas de se griller les ailes, en fait, parce que même pour des problèmes de local maximum ou des choses comme ça, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est intéressant. Alors, effectivement, je dis que c'est une Bible, mais moi, la boîte que je monte, elle n'est pas lean du tout. Ma boîte, ça fait plus d'1 an que je travaille dessus. J'ai même pas encore sorti un truc sur le marché. Ça fait 1 an que je prépare des trucs et c'est une grosse machine et tout. C'est pas lean du tout. Donc, toutes les industries peuvent pas être lean. Tous les business models peuvent pas être lean. J'ai pas mis le bouquin Lean Startup dans ma presse. Pourquoi ? Parce que le livre The Lean Startup est extrêmement conceptuel. Ça parle beaucoup de concepts, ça donne des exemples très longs sur des choses, c'est très conceptuel. Alors que l'autre bouquin que je vous ai montré de Steve Blank, 4 Steps to Epiphany, c'est vraiment une méthode, quoi. C'est comment commencer quand voilà, tu as une idée, ou alors tu as déjà un proto, ou alors tu en es à telle étape. C'est vraiment une série de conseils pratiques. Bon. Et effectivement, c'est vrai que ce bouquin, il parle beaucoup du lean et il encourage à tester sur le marché, tester vos idées avant et pas vous enfermer dans votre coin. Ça, par contre, quelle que soit la société, même si tu ne peux pas forcément juste faire un MVP et le lancer ou monter ta boîte avec 1 euro, il faut quand même tester vos idées auprès de vos clients potentiels le plus tôt possible. Et c'est ce côté-là du lean qui, je pense, en revanche, est applicable à toutes les industries. Ouais, je suis tout à fait d'accord par rapport à ça, en fait. Mais après, en fait, j'ai déjà vu en fait pas mal de cas d'entreprises qui avaient été beaucoup trop lean, en fait, et qui s'étaient grillées les ailes, en fait, pour des raisons tout simples, c'est qu'elles s'étaient enfermées dans les retours utilisateurs. Enfin, par exemple, des exemples tout bêtes du style faire un design extrêmement beau visuellement parlant, ou même une très belle UX qui faisait que les utilisateurs en fait étaient biaisés et ne voyaient pas en fait n'étaient pas attirés par l'application ou par le produit, en fait, peu importe. De par son utilité, mais plus par son design, en fait. Et ce qui s'est passé, du coup, c'est qu'ils ont eu une croissance forte au départ, puis ensuite, ça a fait une courbe en gauche, c'est-à-dire que ça a stagné, puis ça a chuté, parce qu'en fait, ils n'ont pas validé, en fait, au lieu de valider le besoin, ils ont validé, en fait, le design. Bien sûr. Et c'est là où, en fait, je trouve que le lean a de fortes failles, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Après, créer une boîte, c'est complexe. C'est-à-dire qu'il y a une matrice de choses à respecter. Effectivement, il faut que tu aies un super beau design, mais il faut que tu répondes à un besoin, et en même temps, il faut que ta trésor, elle soit stable, et en même temps, il faut que tu sois bien associé. Donc, il y a une matrice de choses à respecter, et le lean peut être applicable à certains endroits
et pas d'autres. Mais il y a des règles d'or. Il faut répondre à un besoin. Il faut que voilà, vous ne soyez pas dans le rouge en termes de trésor. Il y a des règles d'or à respecter. Après, effectivement, voilà, c'est vrai, il faut pas se lancer en avant en disant bon bah je vais appliquer le lean à la lettre parce que c'est voilà. Mais c'est une très bonne remarque parce que c'est un débat qu'on n'a pas souvent. On dit toujours le lean c'est génial, mais il faut faire un peu de cas par cas. Ouais. Merci. Je crois qu'il y en avait une. J'avais une question par rapport aux actionnaires. Quand on prend des actionnaires, donc on leur donne des parts. Oui. Est-ce qu'on ne prend pas aussi le risque de perdre le contrôle du sens d'évolution de la société, du fait de perdre du pouvoir de décisionnaire Et la réponse c'est si. Si, tu prends ce risque. Mais bon, le pouvoir de la société, c'est une question de droit de vote. En général, en tout cas pour des startups, en général, tu as une action égale un droit de vote. Donc un mec qui a 51% des actions, il a 51% des droits de vote et du coup, c'est lui qui influence les décisions et qui tranche en tout cas des décisions de la société. Il y a un autre truc, un autre concept là-dedans, c'est ce qui s'appelle la minorité de blocage. En gros, il faut que tu aies 34% ou 33,4% pour pouvoir mettre un veto à certaines décisions, en termes de droits de vote, hein, qui sont souvent, encore une fois, égaux au pourcentage de capital, mais ça peut changer. Tu peux changer ça dans les statuts de la société. Après, c'est pas une décision facile, mais il y a un moment où il faut lever de l'argent. Tu vois, il faut lever de l'argent. Et tu vas, par exemple, je dis n'importe quoi, tu vas lever 1 million d'euros ou même 30 000 euros et tu vas donner 10, 20 ou 30% de ton capital. Donc tu restes quand même majoritaire. Et pour être minoritaire par rapport à l'ensemble de tes investisseurs, ça prend un certain temps. Néanmoins, ça arrive. Et le jour où ça arrive, tu as un conseil d'administration en face de toi avec des investisseurs qui peuvent voter de te virer. Qui peuvent voter de dire bah, ce CEO, il a été super pour créer la société, mais alors maintenant qu'on est 100 personnes pour la gérer, là c'est plus compliqué, il n'y arrive pas, donc on va le virer et on va mettre un autre CEO. Donc ça oui, ça peut arriver. Mais ouais, non seulement tu le vois venir, mais en plus tu as ce côté où tu t'entoures quand même d'investisseurs qui ont pour but le bien-être de la société. Le bien-être de la société, qui doit être ton but aussi, devant avoir le pouvoir. C'est le bien-être de la société. Et donc si un jour, parce que toi, tu es un mec qui est un créateur de génie, mais tu n'es pas un mec qui est fait pour gérer 100 personnes, mais il faut changer quelque chose, oui, ça peut arriver. Mais alors là, il faut attendre un certain moment. Mais c'est le business, ouais. Ça arrive. Enfin, voilà. Apple. Moi, je veux pas être pessimiste, hein, c'est pas du tout l'idée, mais je suis pas non plus là pour vous raconter des histoires. Donc oui, ça peut arriver. Du coup, il n'y a pas des solutions pour se prémunir contre ce genre d'action Si, tu as des solutions. À part le fait de ne pas descendre en dessous des 51%. Pardon, tu voulais réagir Ouais. Si, il y a des solutions, ça se trouve. Par exemple, un truc tout con, c'est que toi, plus ton associé, plus ton autre associé, même si vous, individuellement, vous avez des parts plus petites, et ben à vous trois, vous êtes plus gros que vos investisseurs, par exemple. Ça, c'est une solution qui peut durer un certain temps. Après, tu peux devenir toi-même le président du conseil d'administration ou tu peux changer les droits de vote dans les statuts. Mais bon, il y a un moment, c'est le bien-être de la société qui passe avant ton désir de pouvoir, tu vois. Mais je comprends, c'est délicat. Personnellement, si je crée une société et que j'en perdais le contrôle, entre guillemets, ce serait plus ma société. Ça fait chier. Ouais, mais il faut aussi avoir à l'idée que le pouvoir, c'est quand même quelque part le management. Tu vois, le pouvoir, c'est pas forcément le capital. Le pouvoir, c'est ceux qui vont exécuter, diriger la société, en faire quelque chose d'incroyable. C'est des gens comme Sheryl Sandberg qui sont alors dans le capital. Elle est arrivée tard chez Facebook, donc elle a eu des actions, mais c'est rien, quoi. Voilà, le management, c'est plutôt ça le pouvoir. Enfin, à mon avis. Et je pense que si tu te bloques sur le pourcentage de capital, ça peut être dangereux pour ton ambition, en fait. Pour l'ambition de ta boîte. Non, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, et l'entrée en bourse, alors là, notamment après. Oui, effectivement, c'est pas des choses qui arrivent au début. Il y avait deux réactions
Oui. C'est une réaction avec une question. Oui. Ouais. Je voulais savoir ce que vous pensez de, par exemple, Tiles, en fait, qui eux ont décidé de ne pas faire de levée de fonds et de faire leur levée de fonds uniquement en vendant les produits en avance. C'est quoi la boîte? Tiles. Je connais pas du C'est tout. les petits carrés qu'on colle un peu partout pour savoir, pour retrouver les objets. Ok, non, je connaissais pas. Attends, eux, ils ont décidé de pas faire de levée de fonds. Ils font pas de levée de fonds en fait, ils vendent directement leurs Eh produits. ben, très bien, ils font de l'autofinancement, ça s'appelle. Mais d'autres personnes en fait sont déjà en train de bouffer le truc parce qu'ils ont créé la même boîte en fait, le même produit. Ah oui. Qui revendent. Ah, ok. Ça, en fait. Bon, alors ça soulève un autre problème qui est celui des barrières à l'entrée. Comment tu fais quand tu as une boîte en face de toi? Enfin, disons, tu crées des tiles en plastique que tu mets par-ci par-là. C'est pas très compliqué à créer. Okay, donc il faut une barrière à l'entrée, c'est-à-dire qu'il te faut quelque chose qui fasse que un autre concurrent ne peut pas te rattraper très vite. Il y a vraiment une barrière. Soit tu as 10 millions et tu fais des campagnes de pub sur les arrêts de bus, dans le Figaro et machin, et ça c'est une sacrée barrière à l'entrée. Le cash, la levée de fonds peut être une barrière à l'entrée. Soit tu vas très vite sur ton marché, tu fais de la pub sur Facebook, enfin tu fais en sorte en gros que tu sois un premier entrant. Donc c'est ce qui s'appelle le first mover advantage. Enfin, je vous sors des mots un peu comme ça, mais le fait d'avoir conquis ton marché en premier, un consommateur qui utilise ton truc va pas se dire ah bah non, maintenant je vais changer, je vais utiliser autre chose. Tu vois. Mais honnêtement, sur des projets comme ça, où t'as pas beaucoup de barrières à l'entrée, c'est quand même un peu mieux de lever des fonds et d'essayer d'avoir un vrai impact sur le marché pour justement être le premier arrivé que de s'autofinancer. Tu vois, tu peux avoir une barrière à l'entrée technologique ou une barrière à l'entrée réglementaire. Tu peux avoir une barrière... Ça, c'est mon cas, par exemple. Moi, dans le crowdfunding, j'ai décidé de ne pas aller chercher le nouvel agrément de crowdfunding qui vient de sortir au mois d'octobre, mais d'aller chercher un truc archi compliqué, mais qui me permet de faire beaucoup de choses. Si tu as une barrière à l'entrée comme ça, tu n'es pas forcément obligé de lever des fonds, mais si tu n'en as pas, moi, je trouve que c'est quand même plus ambitieux d'avoir un projet où tu lèves des fonds et tu as un vrai impact sur le marché, tu vas beaucoup plus vite et tes concurrents ne peuvent pas te rattraper. Bon, après, je ne connais pas cette boîte et c'est probablement une question de stratégie. Ils ont peut-être eu raison de prendre cette décision. Oui. Moi, c'était par rapport à la question de mon ami là-bas. Une fois que le conseil d'administration a décidé de nous enlever de nos fonctions parce qu'on ne pouvait pas gérer 100 personnes, tout ça, on n'a plus la place dans notre société. Donc, en gros, on est un peu viré. Bah oui. Alors voilà. Ouais. Donc on est viré, on touche plus rien. Déjà, on peut plus controverser à la société, on touche plus d'argent. Alors, faut aussi, je sais pas. Si, enfin, oui, non, c'est bien sûr. Ouais. T'es encore actionnaire de la société. C'est-à-dire qu'on peut te virer de tes fonctions. Tu peux être mandataire social, c'est-à-dire président, directeur général de la société ou directeur général de la société, ou les deux. Ou tu peux être salarié même en tant que directeur général, et tu peux effectivement être licencié de ces fonctions-là. Mais tu restes actionnaire, on ne te retire pas tes actions. Donc, tu as quand même un intérêt dans la société. Tu as des droits de vote qui sont inférieurs à l'ensemble du reste. La preuve en est, tu n'as pas résisté. Mais tu gardes un intérêt dans la société. Mais effectivement, oui, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est arrivé à Steve Jobs. Mais voilà, vous voyez où il en était aussi, Steve Jobs. Et puis c'est un truc qu'il faut que vous sachiez aussi. Enfin, ça va prendre du temps à le savoir. Moi, je ne sais pas trop si je le sais. Ça va prendre du temps. Il y a des profils de créateurs qui sont des gens qui créent des boîtes, qui sont très, très, très bons pour amorcer la pompe. Mais après, gérer 100 personnes, gérer un département de RH, un département d'informatique, un département de finance, de machin, et être un CEO dans une tour de verre, il y a des gens que ça n'intéresse pas. Il y a des gens qui préfèrent créer plein de boîtes, tu vois, et laisser passer. Il y a des gens, par contre, qui disent « Mais moi, je crée cette société, mais je veux la voir augmenter jusqu'à la fin, et je veux en être, et je veux machin. » Et il y a des très belles histoires comme ça. Ce sont des compétences différentes. Gérer une boîte de 20 salariés, gérer une boîte de 200 salariés, gérer une boîte de 20 000 salariés, c'est des compétences différentes. Et avec créer une société aussi, c'est des compétences différentes. Donc ça s'acquiert, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est des compétences différentes. Ouais, pardon. Vas-y. Merci pour ta présentation. Tu as cité un bouquin de
Horowitz. Oui. Anderson Horowitz, c'est Oui. 4 milliards de dollars de capital. Oui. Et il y a quelques mois, ils ont commencé à gueuler justement sur la valuation des sociétés. Ils ont commencé à, pardon à gueuler sur la valuation des sociétés, en particulier l'application Yo. Ils avaient dit qu'il fallait arrêter ces conneries parce qu'on était en train justement d'amoindrir la valeur réelle de l'argent en achetant des conneries. Et est-ce que tu as une opinion personnelle, toi, parce que Origine, c'est pour financer de l'entreprise. Et là, nos camarades ont parlé du cycle de vie de la boîte. Est-ce que quand la boîte arrive à maturité et qu'on la rachète pour beaucoup trop cher, on risque pas de détruire un secteur? Ouais, c'est une très très bonne question. C'est une question du moment. Hein. Est-ce qu'on est de nouveau dans une bulle ou pas? Et moi, j'ai pas la réponse à la question. Et si j'avais la réponse à la question, peut-être que je serais riche aujourd'hui. Mais je sais pas. Je sais pas. Ça prend pas beaucoup de bon sens de se rendre compte que Yo, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi en termes de valo. Enfin, c'est rigolo. Moi, j'étais à fond pendant 10 jours. Et puis après... Oui. Il y a des valorisations qui sont du grand n'importe quoi. Et le problème, à mon avis, c'est que ça crée des ambitions fausses. C'est-à-dire qu'après, il y a des jeunes qui se disent « Ah, bah, je vais créer un truc sans business model. De toute façon, Instagram a bien été racheté par Facebook. C'était combien? 19 milliards? Je sais plus, non, c'était WhatsApp. Enfin, WhatsApp, pareil. Je vais créer un truc sans business model. Bon, ça, après, c'est un parti pris de ma part. Hein. Mais pour moi, un truc sans business model, oui, je vais avoir une masse de 200 millions d'utilisateurs et puis après, de toute façon, on pourra le valoriser. T'as plus de chances de gagner au loto, quoi. Et pour moi, un business, il faut qu'il ait un business model, il faut qu'il y ait un revenue stream, il faut qu'il y ait une manière de faire de l'argent. Attends, je crois que... Ouais, pardon. Ouais, parce que je me dis que d'un autre côté, peut-être qu'il faudrait inciter les entrepreneurs d'aujourd'hui, qui vont avoir des boîtes qui arriveront à maturité d'ici 2-3 ans, à faire vachement gaffe, parce que s'il y a une bulle, ils vont arriver quand la bulle va péter, et ça va être très moche pour eux. Dans l'hypothèse où il y a une bulle. Dans l'hypothèse où il y a une bulle, je sais pas. Ouais. Dernière petite question de ce côté. Tu lances du coup une boîte de crowdfunding. Quels sont les avantages et les désavantages justement de ce moyen de financement pour nous qui sont peut-être des lanceurs de start-up? Alors, il y a plusieurs formes de crowdfunding. Il y a ce qu'on appelle le don contre don. Donc en gros, on te donne 100 000 € et toi, tu dois rien à personne. Tu vois, ni des intérêts, ni du capital, ni rien. Tu peux prévendre ton produit ou envoyer un t-shirt avec marqué merci ou ce genre de truc. Mais tu dois rien à personne, le don. Il y a le prêt, où en gros, t'empruntes de l'argent auprès d'une ribambelle de particuliers et tu leur donnes un intérêt tous les ans et à la fin, tu dois les rembourser. Et il y a le capital, c'est-à-dire que tu fais rentrer 100 personnes à ton capital. Les 3 formes de crowdfunding, c'est un grand sujet, hein, ont des avantages et des intérêts. Je vais me concentrer sur celui du capital, ça te va? Ou il y en a une autre qui t'intéresse? Non, c'est bien, capital. Bon. L'avantage du financement en capital, qui est celui que je fais en crowdfunding, c'est le côté rapide. Tu bypasses toute l'industrie financière des VC hyper chiants, genre, parce qu'on les connaît tous par cœur, vous en avez sûrement entendu parler, les Isaïe, les Alven, les Partech, les trucs, c'est très bien, hein, mais ils financent 2% des dossiers qu'ils voient tous les ans. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a 98% qui sont mauvais. C'est juste qu'ils ont une façon de penser et qu'ils appliquent leur façon de penser à tout le marché. Donc c'est l'enfer. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit comme les VC veulent qu'on soit. Non. Bon. L'avantage du crowdfunding, c'est que tu bypasses ça. Tu peux lever tes fonds en 60 à 90 jours. Ça va vite. L'autre avantage, c'est que c'est très B2C. Donc toi, tu fais Tiles, okay, qui est un truc où en gros, tu veux qu'il y ait énormément de gens qui achètent ton produit. Chaque actionnaire que tu as, c'est potentiellement par effet de réseau 10 ou 20 clients. Parce qu'un actionnaire, il va en parler à toute sa famille, il va en parler en dîner, etc. Donc, il y a ce côté viral du crowdfunding qui est très intéressant. Le désavantage du crowdfunding, c'est le nombre d'actionnaires. C'est pas facile de gérer déjà 10 actionnaires. Alors, 50, 60 ou 100, c'est pas facile. Donc, il faut trouver des moyens de faire ça. Il y a différentes solutions. Il y a des solutions. Il y a des plateformes qui te proposent de mettre tous les actionnaires dans une société holding qui, elle, est actionnaire de ta boîte. Comme ça, toi, tu as un seul interlocuteur. Il y a d'autres solutions. Nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on te propose un software. Nous, on est très tech. On te propose un software de management de tes investisseurs. Donc, c'est hyper easy. Voilà. Il y a des solutions. Il ne faut pas ignorer le problème. Mais je dirais que le désavantage, c'est ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Rien. Ah Je me suis inscrite hier sur Origin pour avoir des nouvelles, cool. Quand même. Et je voulais savoir s'il y avait une date de sortie et s'il y avait un event et tout ça. Qu'est-ce qu'il en était? Alors, on prévoit une sortie au premier trimestre 2015. Super.
Donc voilà, vous en serez, si vous inscrivez sur le petit launch rock que j'ai fait, vous serez tous informés. En 2 mots très rapidement, donc Origine, c'est une plateforme de crowdfunding qui n'est pas vraiment une plateforme de crowdfunding. Moi, j'appelle ça, j'évite de dire le mot crowdfunding parce que j'ai pas envie d'être confondue avec ce qui se fait actuellement parce qu'on fait quelque chose de différent. On est une plateforme de co-investissement entre des professionnels et des particuliers sur des startups. Et pas des projets. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit une start-up, qu'il y ait un business model, un business plan, que c'est une entreprise, quoi. Elle peut être très jeune, mais c'est une entreprise. Et on peut faire des opérations de financement jusqu'à 5 millions d'euros. Voilà, donc on n'est pas limité par la nouvelle loi, on peut faire jusqu'à 5 millions d'euros. Et pourquoi je parle de co-investissement ? Parce qu'en gros, tu n'as pas juste 100 actionnaires particuliers à ton portefeuille, tu as un lead qui est soit un VC, soit une holding d'investissement, soit un business angel très connu, qui prend 20-30% de ton capital, enfin 20-30% en tout cas du montant que tu cherches. Je sais pas, tu cherches 1 million d'euros, il va t'apporter 300 000 euros, et c'est lui qui va être ton lead, tu vois, qui va t'accompagner, qui va te donner le côté un peu smart money, comme on dit souvent. Parce que le problème aussi du crowdfunding, ça me permet de dire, c'est que t'as pas forcément l'accompagnement que peut te donner un business angel. Donc nous, on t'apporte un business angel et le reste est ouvert aux particuliers. Voilà. Et puis c'est des particuliers. Il y a un ticket minimum de 10 000 euros. Comme ça, on t'évite, plutôt que d'en avoir 150, tu as 50 actionnaires et voir des gens qui peuvent être un peu utiles. Voilà. Ouais. Est-ce que vous l'avez bêta-testé ? Est-ce qu'il y a eu des premiers essais sur le truc ? Ou est-ce que c'est la raison pour laquelle ça a mis autant de temps ? La raison pour laquelle on n'est pas encore... énormément de questions légales et vous avez dû vous arracher les cheveux. Exactement. C'est-à-dire que si tu veux être en dehors du nouveau cadre du crowdfunding qui existe aujourd'hui, qui en gros te limite à 1 million d'euros, te limite à des investisseurs français, limite à plein de choses, il faut avoir un agrément, grosso modo, de bourse. Il faut avoir un agrément de... Nice Euronext, Nasdaq, j'exagère un peu, mais c'est ça. Moi, j'ai un agrément de place de marché. Donc, je le détourne un peu pour faire en fait, du crowdfunding, mais j'ai un agrément de place de marché, ce qui me permet de faire jusqu'à 5 millions d'euros, voire plus, sous certaines conditions. Et c'est ça qui est extrêmement long et qui nous aura pris quasiment 1 an à négocier avec la Banque de France, l'autorité des marchés financiers. Donc, on l'a effectivement bêta-testé, tout ça, mais en privé. Tu vois, j'ai pas le droit de sortir le truc, machin. Donc on travaille notamment avec des banques privées, parce qu'aller chercher des particuliers qui mettent 10 000 euros, 20 000 euros, tu les trouves pas en faisant des AdWords, tu vois, c'est un peu compliqué. Et du coup, on travaille avec des banques privées qui relaient ta start-up auprès de ses clients. Ouais, en fait, c'est limite plus B2B que B2C. C'est B2B2C en fait. C'est vrai. Voilà. Je suis désolée, mais bon, je vous remets juste ça, comme ça vous avez mon adresse email. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un email. Merci Audrey. Donc juste pour terminer, vous continuez à m'impressionner. Je trouve que vos questions sont super. Maintenant, j'aimerais toujours qu'on ait un petit peu plus de temps parce que visiblement, à chaque fois, je dois couper. Mais donc, la prochaine intervention sera le 4 décembre. Ce sera Amina Belghiti de Facebook, qui est VP des partnerships pour pas le monde entier, mais quasiment, je crois, qui viendra vous parler d'elle-même. Donc, pas de Facebook, mais d'elle-même, comme on fait toujours. Et puis, en janvier, on aura 2 autres entrepreneurs qui, comme Audrey, ont commencé à travailler avec Alex dans des boîtes qui n'ont rien à voir avec Origine. Donc, j'espère vous voir nombreux et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des besoins de mise en relation ou quoi que ce soit, parce que c'est le but justement de ce qu'on fait ici. Donc, soyez proactifs, ça c'était une des suggestions d'Audrey. Soyez proactifs et allez chercher votre opportunité. Merci. Allez, merci à tous. Au revoir.